Mais je vais vous dire, c'est une question d'habitude. Alors au début, je trouvais ça un petit peu ennuyeux qu'on parle de moi tout le Elle le détestait plus que quiconque. Pas à cause d'un amour terminé, pas à cause d'une jalousie, à cause une phrase publique, une phrase qui a circulé dans toute la France et qui l'a réduite à une création masculine. Brigitte Bardot n'a jamais eu peur du scandale. Elle a vécu dedans. Les années 50 ne pardonnaient pas aux femmes libres. On pouvait être admiré le matin et humilié le soir. Elle l'a appris très tôt. Chaque couverture de magazine était une attaque déguisée. Chaque interview cherchait une faille. Mais cette fois-là, ce n'était pas la presse. Ce n'était pas un inconnu. C'était un homme qu'elle avait aimé. Un homme qui connaissait ses fragilités et qui a décidé de parler. À la fin de sa carrière retirée à la Madrague, Bardot ne revenait jamais sur ses films. Elle ne regrettait pas d'avoir quitté le cinéma en 1973. Elle ne regrettait pas d'avoir tourné le dos à l'industrie. Mais certains noms restaient intacts dans sa mémoire. Pas avec nostalgie, avec froideur. Elle savait que le succès attire les parasites. Elle savait que les hommes puissants aiment s'approprier les femmes célèbres. Mais entendre qu'elle n'était rien avant lui, que sa légende lui appartenait, a laissé une cicatrice différente. Ce n'était pas une rupture, c'était une dépossession. La France adorait Bardot. La France adorait aussi la voir exposée. Et quand cette phrase a été prononcée devant des caméras, personne ne l'a défendue. Il y a eu des amants, il y a eu des maris, il y a eu des trahisons. Mais un seul nom ouvre cette liste. Avant de plonger dans cette liste, il faut comprendre qui Brigitte Bardot était vraiment. Née en 1934 à Paris dans une famille bourgeoise stricte, Brigitte Bardot ne grandit pas dans l'excès. Elle grandit dans le contrôle. Son père est industriel. Sa mère exige discipline et élégance. On attend d'elle qu'elle soit parfaite. Silencieuse, présentable, elle ne sera jamais docile. Adolescente, elle ne brille pas à l'école. On la trouve distraite, pas assez sérieuse. Mais on remarque autre chose, sa présence, son regard, son corps gracile de danseuse. Elle entre au conservatoire de danse. Elle apparaît en couverture de magazine à 15 ans. Le cinéma l'observe déjà. En 1956, tout explose. Et Dieu créa, la femme choque, provoque, fascine. Bardot devient un phénomène mondial. Elle incarne une liberté que la France n'ose pas encore assumer. Elle marche pieds nus. Elle parle sans filtre. Elle aime sans demander pardon. Le public l'adore. Les critiques la méprisent. On la traite de produit, de fantasme. Jamais d'actrice sérieuse. Très vite, la célébrité devient une prison. Chaque relation amoureuse devient un feuilleton. Chaque rupture, un tribunal médiatique. Les journalistes fouillent. Les hommes parlent. Les confidences se transforment en titres. On expose ses lettres. On commente son corps. On réduit son intelligence à une provocation. En 1960, elle tente de mettre fin à ses jours. Le pays entier observe. Certains compatissent. D'autres ironisent. Même la souffrance devient spectacle. Elle comprend alors une règle brutale. Plus elle est célèbre, plus elle sera attaquée. Avec les années, elle se ferme, elle se méfie, elle n'oublie rien. Derrière l'image de femme libre, il y a une femme blessée. Derrière le mythe, une personne fatiguée d'être exposée. 5 personnes ont laissé des cicatrices qu'elle n'a jamais oubliées. Numéro CNQ, Roger Vadim. C'était celui qui l'a revendiqué. Roger Vadim n'était pas seulement son mari. Il était le réalisateur qui avait compris le potentiel de choc. En 1956, il met en scène Bardot dans « Et Dieu créa la femme ». Le film bouleverse l'image de la femme au cinéma. Bardot devient une icône mondiale. Vadim devient l'homme derrière l'icône. Au début, elle lui fait confiance. Il est jeune, ambitieux, persuasif. Il lui promet une liberté artistique. Mais très vite, l'équilibre change. Le succès ne leur appartient plus. Il devient une arme médiatique. Après leur séparation, Vadim commence à parler. Interviews, confidences, mémoires publiées. Il détaille leur intimité. Il raconte leurs disputes. Il affirme publiquement qu'il a façonné Bardot, qu'il a transformé une jeune fille ordinaire en mythe international.
Cette phrase circule dans la presse. Elle est reprise sans nuance. Le conflit n'est pas privé. Il est public. Ce n'est pas une critique artistique, c'est une appropriation. Il réduit son talent à son regard de metteur en scène. Il suggère que sans lui, elle ne serait rien. Pour une femme déjà constamment humiliée par la presse, cette déclaration est une attaque directe. Le moment d'humiliation arrive sur un plateau télévisé. Vadim, calme sûr, lui explique que Bardot lui doit sa carrière. Le ton est posé. La salle ne contredit pas. L'animateur sourit. Personne ne rappelle que le phénomène Bardot dépasse un seul homme. Elle regarde cela en silence. Elle ne répond pas. Elle ne cherche pas la polémique. Mais quelque chose se ferme définitivement. Il ne l'a pas insultée, il l'a exposée. Il a attaqué son autonomie. Il a revendiqué son existence artistique comme une propriété. Certaines blessures ne disparaissent jamais. Numéro 4, Jean-Louis Trintignant. Il est parti au moment où elle était déjà fragilisée. Jean-Louis Trintignant entre dans sa vie comme un partenaire de cinéma. Leur relation naît dans la lumière des projecteurs. Le public les observe, les fantasmes les suit. Ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est un feuilleton national. Au début, il incarne une stabilité différente, plus discret, plus cérébral, moins provocateur que les autres hommes autour d'elle. Bardot croit y trouver un refuge. Mais la pression médiatique ne ralentit jamais. Chaque sortie devient une photographie. Chaque silence devient un titre. Lorsque la relation s'effondre, elle ne s'effondre pas en privé. Elle s'effondre devant tout le pays. Trintignant s'éloigne. Il garde le silence. Il ne la défend pas quand la presse la décrit comme instable, excessive, impossible à aimer. Ce silence devient une forme d'attaque. La violence n'est pas spectaculaire, elle est froide. Elle consiste à laisser quelqu'un seul face aux rumeurs, à ne pas contredire les accusations, à permettre que l'image d'une femme fragile s'impose sans résistance. Le moment d'humiliation survient lorsqu'il apparaît publiquement aux côtés d'une autre femme calme, détachée, pendant que Bardot est décrite comme jalouse et imprévisible. Les journaux choisissent leur récit. Elle devient la femme abandonnée, lui l'homme raisonnable. Ce n'est pas la rupture qui la brise, c'est la narration imposée. Être transformée en caricature pendant que l'autre garde une image intacte. Elle n'a jamais crié contre lui. Elle n'a jamais cherché à régler ses comptes publiquement. Mais elle a compris une chose. Dans ce monde, le silence peut être plus destructeur qu'une insulte. Ce moment ne l'a jamais quitté. Numéro 3, Serge Gainsbourg. Il a exposé ce qu'elle voulait garder secret. Serge Gainsbourg entre dans sa vie à la fin des années 60. Ce n'est pas un mari, ce n'est pas un sauveur. C'est un artiste brillant, provocateur, calculateur. Leur collaboration donne naissance à une chanson. Je t'aime, moi non plus. Un titre intime, sensuel, enregistré dans un moment de proximité réelle. Bardot accepte l'enregistrement à une condition claire. Que la chanson ne soit jamais publiée. Trop explicite, trop risquée. Elle sait que la France n'est pas prête. Elle sait que son nom amplifie tout. Gainsbourg promet. La promesse ne tient pas. La bande circule. Elle est diffusée. Le scandale éclate immédiatement. Les radios s'emballent. Les journaux parlent d'indécence. Le Vatican condamne. Le nom de Bardot devient synonyme de provocation sexuelle. La violence ne vient pas seulement du public. Elle vient de la trahison. Gainsbourg ne protège pas l'accord initial. Il ne bloque pas la diffusion. Il laisse la polémique grossir. Certains diront qu'il n'en est pas responsable. Bardot, elle retient autre chose. Le fait qu'un homme qu'elle connaissait ait laissé son intimité devenir un produit. Le moment d'humiliation est brutal. Elle apprend que la chanson circule alors qu'elle ne l'a pas autorisée. Elle sait que son image va encore être attaquée. Elle comprend que cette diffusion la dépasse. Elle devient une affaire nationale. Elle n'a pas seulement été provocante, elle a été exposée. Une frontière personnelle a été franchie. Ce n'était pas une simple chanson, c'était une blessure publique. Elle ne lui a jamais pardonné. Numéro 2. Jacques Charrier. Il a attaqué son rôle de mère. Jacques Charrier n'est pas un artiste extérieur à son monde. Il devient son mari, le père de son fils, Nicolas. Pour la première fois, la pression n'est plus seulement médiatique, elle devient domestique.
Bardot n'a jamais prétendu vouloir une vie traditionnelle. Elle n'a jamais caché son malaise face à la maternité. Mais la France ne lui laisse pas ce choix. Très vite, leur relation se fissure. Les tensions sont constantes. Charrier supporte mal l'exposition permanente. Bardot supporte mal l'idée d'être enfermée dans un rôle qu'elle n'a pas choisi. Le conflit dépasse le couple. Il devient judiciaire. Lors de la séparation, la bataille pour la garde de leur fils s'ouvre. Ce n'est plus un drame sentimental, c'est un affrontement public. Charrier critique Bardot. Il laisse entendre qu'elle n'est pas stable, qu'elle n'est pas faite pour être mère. Les journaux reprennent ces insinuations. L'image se transforme. Le moment d'humiliation est brutal. Le tribunal accorde la garde principale à Charrier. Bardot devient officiellement la mère jugée incapable. Dans l'opinion publique, elle est décrite comme froide, irresponsable, indigne. Le mythe de la femme libre se retourne contre elle. Ce n'est pas une simple défaite juridique, c'est une attaque identitaire. Être exposée comme amante est une chose. Être déclarée inadéquate comme mère en est une autre. Elle ne répond pas avec violence. Elle ne lance pas de campagne médiatique. Elle se retire, mais la cicatrice reste. Elle a perdu plus qu'un mariage. Numéro 1, François Mitterrand. C'est celui qui l'a ignoré. À la fin de sa carrière, Bardot ne cherche plus la gloire. Elle s'engage pour la cause animale. Elle écrit. Elle interpelle. Elle critique publiquement certaines décisions politiques. Elle vise directement le pouvoir. Et le pouvoir porte un nom. François Mitterrand. Elle lui adresse des lettres ouvertes. Elle dénonce la chasse, l'abattage, les corridas. Elle réclame des changements précis. Elle veut être reçue. Elle veut être entendue. Mais face à elle, le silence. Pas de réponse directe. Pas d'entretien officiel. La violence n'est pas spectaculaire. Elle est institutionnelle. Bardot parle. L'Élysée ne répond pas. Les médias relaient ses propos en les caricaturant. On la décrit comme excessive, radicale, déconnectée. Le débat politique se transforme en moquerie publique. Le moment d'humiliation survient lorsque ces déclarations sont tournées en dérision dans certains journaux proches du pouvoir. Elle n'est plus l'ancienne icône du cinéma. Elle devient la célébrité vieillissante qu'on n'écoute plus. Ce n'est pas une insulte frontale. C'est un effacement. Être ignoré volontairement par celui qui incarne l'État. Être réduite à une voix marginale malgré son influence nationale. Bardot comprend alors que le pouvoir peut attaquer sans répondre. Le silence officiel devient une arme plus froide qu'un conflit ouvert. Elle n'a jamais obtenu la confrontation qu'elle cherchait. Le silence peut être plus violent qu'une insulte. Et spécial pique. Nicolas Charrier. Ce n'est pas un ennemi. C'est une cicatrice. Bardot n'a jamais menti à ce sujet. Elle a reconnu publiquement qu'elle ne s'était pas sentie prête à être mère. Cette honnêteté lui a coûté cher. Après le divorce avec Jacques Charrier, la distance s'installe. Nicolas grandit principalement loin d'elle. Les rencontres deviennent rares. Les liens se fragilisent. La presse observe, commente, condamne. On ne lui pardonne pas son détachement. La violence ici n'est pas un scandale éclatant. Elle est silencieuse. Être jugée comme mère indigne. Être observée dans son incapacité à correspondre au modèle attendu. Chaque déclaration maladroite devient une preuve contre elle. Le moment le plus dur n'est pas public. Il est intime. Comprendre que son fils choisit une vie loin d'elle. Comprendre que l'éloignement n'est plus seulement circonstanciel. Il devient structurel. Bardot ne l'a jamais attaqué. Elle n'a jamais cherché à le blesser. Mais cette distance reste une blessure permanente. Elle a survécu aux scandales amoureux. Elle a survécu aux critiques politiques. Elle n'a jamais totalement surmonté cette fracture familiale. Certaines cicatrices ne font pas de bruit, elles persistent. Brigitte Bardot n'a pas été détruite par un seul homme. Elle a été façonnée par une succession d'attaques, des phrases publiques, des silences calculés, des trahisons déguisées en confidences. Chaque nom de cette liste représente une cicatrice précise. Roger Vadim a revendiqué sa naissance artistique. Il a voulu signer le mythe comme une œuvre personnelle. Jean-Louis Trintignant l'a laissé seul face à une narration médiatique qui la fragilisait. Serge Gainsbourg a laissé son intimité devenir un scandale national.
Jacques Charrier a contesté son rôle de maire devant un tribunal et devant l'opinion. François Mitterrand a choisi l'arme la plus froide, le silence du pouvoir, et au centre de tout cela, une femme qui n'a jamais cessé d'être jugée. Bardot n'était pas une héroïne intouchable. Elle était exposée, attaquée, parfois maladroite, souvent isolée. Elle a quitté le cinéma volontairement, pas par faiblesse, par refus d'être encore humiliée. On l'a caricaturée, on l'a réduite à son corps, on a transformé ses amours en feuilletons, on a utilisé ses combats politiques pour la discréditer. Pourtant, elle n'a jamais disparu, elle a survécu. Ceux qu'elle détestait ne l'ont pas anéantie, ils l'ont définie, ils ont durci son regard, ils ont renforcé sa distance. Ils ont fait d'elle une figure que l'on ne peut pas ignorer même des décennies plus tard. À la fin, les gentils ne gagnent pas. Ils survivent.